Correction d'un examen régional, première vague. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Chapitre 9. Le texte. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné au frais, et tout ce que j'ai se fera à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et un mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni, ces innocentes. Quand elles fait, n'importe. On les déshonore, on les ruine, c'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette et ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà de mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi à moins qu'il ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Après une lecture attentive du texte, commençons par la première question, qui est remplissez le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, l'auteur Victor Hugo, personnage principal, le condamné ou bien le narrateur, la visée argumentative, c'est-à-dire dans le but de convaincre. Deuxième question, le narrateur se trouve-t-il au tribunal, à Bicêtre, à la conciergerie ou bien à l'hôtel de ville? La réponse, le narrateur est à Bicêtre, car du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, il se trouve à Bicêtre. Du chapitre 22 au chapitre 47, à la conciergerie, et il est à l'hôtel de ville à partir du chapitre 48 et 49. Troisième question, pourquoi le narrateur a-t-il fait un testament? Il a fait son testament parce que l'heure de l'exécution s'est approchée ou bien s'approche. À qui ce testament est-il destiné? La réponse, ce testament est destiné à sa famille et surtout à sa fille. Quatrième question, répondez par vrai ou bien par faux, sans donner de justification, bien sûr. Petit a, la loi oblige le condamné à payer les frais de la guillotine. Vrai, parce qu'il a dit la guillotine c'est fort cher. Deuxième information, la femme du narrateur est malade physiquement et mentalement. Vrai aussi. Cinquième question, relevez dans le texte 2 arguments contre la peine de mort. Premier argument, un condamné laisse après sa mort des veuves et des orphelines. Deuxième argument, la peine de mort punit les innocents aussi. Question suivante, le narrateur évoque sa fille avec joie ou bien avec indifférence ou bien avec tendresse. Donc il évoque sa fille avec tendresse. Justifiez votre réponse. La justification c'est il a de la pitié envers sa fille qui est très petite, innocente aussi. Il s'inquiète pour elle. Il a dit, mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, etc. Donc vous pouvez justifier aussi à partir du texte. Question 7. De quelle figure de style s'agit-il? Quelle est sa valeur ou bien la valeur de son emploi? Dans cette phrase, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Il s'agit d'une énumération, oui, accumulation, il y a une énumération, et elle permet de décrire la beauté de la fille. Huitième question, la tonalité de ce texte est-elle comique, pathétique ou bien tragique? Donc, dans la plupart des textes, elle est pathétique. C'est vrai qu'il y a une séquence tragique, surtout dans le premier paragraphe, je viens de faire mon testament, et aussi je laisse une fille, je laisse une femme, etc. Mais la tonalité qui domine, c'est le pathétique. La justification, le condamné exprime son inquiétude envers sa fille et sa douleur extrême de laisser une famille innocente, victime d'une justice aberrante. La question 9, quel sentiment éprouvez-vous pour le narrateur dans ce passage? Donc vous allez donner vos impressions et vos propres sentiments après la lecture de ce passage. Donc voilà une proposition, bien une réponse proposée. Je ressens de la pitié et de la compassion envers le condamné car il va mourir et laisser une belle fille qu'il aime. Donc vous pouvez répondre selon vos propres convictions, vos propres impressions. Même chose pour la question 10, il s'agit de votre point de vue personnel. Pensez-vous que le narrateur, ou bien comme le narrateur, que la justice punit aussi bien le condamné que sa famille? Justifiez votre réponse. Donc vous pouvez répondre par oui et justifier, ou bien par non et justifier aussi. Donc voilà une réponse oui, parce qu'en tuant une personne, c'est sa famille qui souffre le plus
souvent surtout s'il s'agit de ses enfants ou bien de ses parents. Ou bien vous pouvez dire non, on ne punit pas la famille d'un condamné car avant tout la justice doit être appliquée, mais je crois que l'État doit s'occuper de la famille des criminels. Maintenant, la production écrite. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue en le justifiant à l'aide d'arguments pertinents. Donc, comme on a dit, toujours, il faut lire le texte, le sujet, relever les idées essentielles et les mots-clés et adopter un plan dialectique, analytique, etc. Et puis, organiser votre méthodologie d'écriture, introduction, développement et conclusion. Voilà un texte proposé. Aujourd'hui, la relation entre les jeunes et les adultes est de plus en plus dégradée. Ces derniers pensent que les premiers ne les respectent pas et les accusent d'entêtés et d'irresponsables. Cependant, les jeunes disent que leur attitude constitue simplement le reflet d'un changement logique de la société moderne et non pas une offense. Alors, est-ce que vraiment les jeunes ne respectent pas les adultes? S'agit-il d'un simple malentendu ou bien d'une véritable rupture communicationnelle? Personne ne peut nier qu'aujourd'hui, la relation entre les jeunes et les adultes est dans un état critique vu les divergences qui séparent les deux générations. Chaque partie croit avoir raison et accuse l'autre d'insolence ou d'indulgence. En effet, les adultes ne cessent de se lamenter et de critiquer des comportements qui envahissent la rue et même la maison, qui sont étrangers à la culture et les traditions des ancêtres et qui menacent encore l'identité de notre société. Ainsi, la plupart des jeunes s'amusent à s'habiller étrangement, à parler un langage bizarre et se vantent d'avoir toujours raison et d'être intelligents. Il y en a même qui s'adonnent à la drogue ou fument la cigarette devant leurs parents, chose qui était interdite dans le passé. Ce ne sont que des fainéants qui négligent leurs études et perdent beaucoup de temps sur le net, dans les jeux ou derrière leurs ordinateurs, naviguant de site en site sans but précis. Les parents n'arrivent plus à les contrôler ni à les dompter car ils sont têtus et insouciants au point de n'écouter personne, témoignant ainsi d'un manque horrible d'éducation et de bon sens à leur égard. Cependant, les jeunes voient le contraire. Pour eux, respecter les adultes est tout d'abord un devoir sacré, est un principe indéniable. Maintenant, tout a changé, mais leurs parents refusent tout ce qui est modernité ou liberté, tout ce qui est ouverture ou dialogue. En plus, au lieu de discuter suffisamment avec leurs enfants, afin de mieux les comprendre, ils leur imposent une façon de vivre révolue, incompatible avec cette époque où les réseaux sociaux et l'Internet en général ont des avantages énormes sur notre vie. Études, voyages, commerce, travail. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas donc en aucun cas d'un irrespect ou bien d'une hardiesse, mais d'une nécessité à s'adapter au progrès qui a façonné positivement notre société. Enfin, on peut conclure que le conflit entre les jeunes et les adultes provient d'un simple malentendu. Une véritable communication peut réduire les distances et aplatir les différends. Je crois que les adultes doivent concourir à résoudre les vrais problèmes et les dangers qui guettent les jeunes, surtout pour leur permettre de construire un avenir stable et heureux.